Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment installer le serveur LAMP, autrement dit un serveur web, sur un serveur Linux. Donc ici, si on reprend le plan du LAN que j'utilise, donc le fameux LAN virtuel qui me permet de faire plusieurs démonstrations, et bien la dernière fois, j'ai installé un serveur que j'ai appelé SRV L01, et c'est sur ce serveur que je vais installer donc LAMP. Autrement dit, je vais transformer ce serveur en serveur web. Ce serveur, il a une adresse IP qui est 192.168.30.253. Et donc, ce que je vais faire, on peut voir qu'il est déjà ici. C'est bien ce serveur, donc c'est une machine virtuelle. Donc je vais faire les modifications à partir d'une console SSH. Donc je me connecte sur le serveur. Et désormais, on va donc pouvoir commencer les manipulations. Première chose, je vais mettre à jour les différentes sources de paquets. Ensuite, bien entendu, je vous invite à mettre à jour les paquets qui sont déjà installés sur votre machine avec la commande. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à installer donc le serveur LAMP. Donc pour ça, on a besoin de trois choses. On va avoir besoin d'installer le serveur web. Pour ça, je vais donc utiliser Apache 2. On va avoir besoin également d'installer le serveur de base de données. Donc on aurait pu installer par exemple MariaDB. Je vais faire simple. Je vais utiliser MySQL Server. Et ensuite, on va avoir besoin également d'installer PHP. Et donc, on aura fait le tour puisque LAMP signifie Linux, Apache, MySQL et PHP. Donc là, on a besoin d'installer ces différents composants pour pouvoir avoir notre serveur LAMP par défaut d'installer. Donc c'est parti, on va installer déjà dans un premier temps Apache 2. On va confirmer qu'on souhaite continuer. Donc on a Apache 2 normalement qui est installé. Maintenant, on va installer MySQL Server. Donc le serveur de base de données. Vous pouvez ici indiquer à la fin le paramètre -y pour indiquer oui à l'ensemble des questions qu'il pourrait y avoir pendant l'installation. Ça vous évite à chaque fois de devoir dire oui comme je l'ai fait précédemment pour Apache. Donc je vais utiliser le paramètre -y et on peut voir que l'installation se déroule automatiquement en validant l'ensemble des paramètres. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais installer PHP à travers le module PHP, puisqu'on a également la possibilité d'utiliser PHP-FPM, mais je vais utiliser le module classique de PHP. Donc on va utiliser pour ça apt install PHP, puis on va indiquer libapache2 mode PHP, donc le module PHP, et on va également indiquer PHP MySQL pour permettre à PHP de communiquer donc avec ensuite le serveur de base de données. On va faire entrer. Ici, je n'ai pas utilisé le paramètre -y, donc il me pose la question et me demande si je souhaite continuer. Je vais également valider. Voilà, donc l'installation, elle est terminée au niveau de PHP. On a désormais le serveur web Apache 2 qui est installé. On a le serveur MySQL pour la base de données. Et on a donc notre module PHP qui va nous permettre d'interpréter le code PHP. Maintenant, on peut tester pour voir si nos serveurs sont actifs. Par exemple, on pourrait tester le serveur web et le serveur de base de données. Pour ça, on va utiliser systemctl status et on va voir par exemple pour Apache 2, on a bien un statut qui est actif. On va faire la même chose mais cette fois-ci pour MySQL. Pareil, c'est actif également. Première chose qu'on va faire maintenant, donc on a nos deux serveurs qui sont actifs. Ce qui va être intéressant, c'est de déjà sécuriser le serveur de base de données MySQL. Pour ça, on va utiliser la commande MySQL_secure_ installation. On va faire entrer et ici on va avoir donc différents paramètres, plusieurs questions qui vont nous permettre d'améliorer la sécurité de notre serveur MySQL avec des éléments par défaut. Donc le premier paramètre, il va nous demander dans un premier temps de définir le mot de passe. Donc le premier paramètre ici, ça va être la possibilité d'obliger par exemple à améliorer la complexité en fait des mots de passe. Donc en fonction des paramètres, vous pouvez voir qu'il y en a trois. On a faible, moyen et fort. Ici je suis dans le cas d'une démonstration, donc je vais mettre faible. Voilà, vous pouvez activer ou pas ce paramètre. Maintenant, est-ce qu'on souhaite supprimer les utilisateurs anonymes? Je vais indiquer oui, puisque par défaut en fait on a un utilisateur anonyme qui permet à n'importe qui de se connecter à MySQL. On va le supprimer. Maintenant, est-ce qu'on souhaite également désactiver la connexion route à distance? On va indiquer oui, comme ça on sera obligé de se connecter en local. Est-ce qu'on souhaite maintenant supprimer la base de données test? En soi, elle ne nous sert à rien. Et c'est une base de données qui est accessible par défaut à tous les utilisateurs. Donc comme elle n'est pas nécessaire, autant la supprimer. Donc on va indiquer yes également. Et maintenant, est-ce qu'on souhaite recharger l'étape de privilège pour que tous les changements prennent effet immédiatement? Donc ça va se faire automatiquement, je vais indiquer yes également. Voilà, on a indiqué les différents paramètres. Bon, je pense que vous avez compris, on dit oui quasiment à tout.
Comme ça, on améliore la sécurité de notre serveur MySQL. Maintenant, justement, on va se connecter sur notre serveur MySQL. Pour ça, je vais utiliser la commande MySQL -u pour user. On va indiquer qu'on va se connecter par exemple en route et on va indiquer -p. Ici, je dois indiquer le mot de passe de l'utilisateur root. En l'occurrence, c'est le mot de passe de mon utilisateur. Après, vous avez également la possibilité d'utiliser le mot de passe de votre utilisateur. Par exemple, si je ressors, j'aurais très bien pu me connecter en indiquant juste sudo MySQL. Parce que le paramètre -p, c'était tout simplement pour lui indiquer qu'il fallait justement indiquer le mot de passe. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une base de données. Donc, on va indiquer create database. Alors, désolé pour mon anglais. Et on va l'appeler tout simplement Numelion. Hop. Alors, ne pas oublier le point virgule, effectivement. Ensuite, on va indiquer qu'on souhaite justement utiliser cette base de données. Donc, on va indiquer use Numelion. Dans cette base de données, on va indiquer qu'on souhaite créer une table. Donc, create table. On va l'appeler direction. Et en fait, on va indiquer que la première colonne, ça va être un type numérique qui ne pourra pas être nul, donc qui ne pourra pas être vide, puisque ça va être en réalité notre clé primaire. Alors si vous n'êtes pas trop adepte des bases de données, vous embêtez pas forcément. La clé primaire, c'est tout simplement l'identifiant qui va représenter chaque ligne pour qu'elle soit unique et qu'on puisse avoir un élément qui lui permette justement aux éléments qui vont se trouver sur cette ligne qu'elle soit unique. Et donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien, on va avoir par exemple le nom de la personne qui sera dans la table direction. Donc, num, ça va être le nom de la première colonne et nom, ça va être justement le nom de la seconde colonne. Et ça va être donc varchar pour le type de données. Donc ici, on a indiqué précédemment que la colonne num était un type nombre qui ne pouvait pas être nul et qui était la clé primaire. Ici, on va indiquer que la seconde colonne qui s'appelle nom va être de type varchar. Autrement dit, on va pouvoir utiliser du texte à ce niveau-là et ça tombe bien puisqu'on va indiquer des noms. Donc on va lui donner une longueur de 30 caractères, ça sera suffisant pour ce qu'on va faire. Et on va ensuite fermer la parenthèse et avec le point virgule, voilà, on a bien notre commande qui est passée. Et donc on va pouvoir commencer à insérer dans notre table. Alors ça va être, on va dire donc insérer dans la table direction la valeur qui aura pour identifiant, donc en clé primaire 1, et qui va donc s'appeler, allez on va dire Fabien Numelion. Voilà, donc ça a été inséré. On va ajouter un deuxième élément. Ça va durer fort. Et vous voyez, j'ai fait une erreur, c'est que j'ai réutilisé le chiffre 1, ce qui n'est pas possible puisque c'est une clé primaire. Donc, il ne peut pas y avoir deux fois la même clé primaire. Donc, ce que je dois faire, c'est ici modifier et indiquer 2. Et désormais, voilà, là c'est passé en utilisant le 2. Puis on va ajouter un troisième élément. On va indiquer, hop. Et on a désormais donc 3 noms qui ont été ajoutés dans notre table direction. On peut faire une requête select pour vérifier. Donc select, l'étoile indique qu'on va sélectionner tout ce qu'il y a dans la table. Mais depuis quelle table? Donc c'est pour ça qu'on met from. From pour dire dans quelle table justement on souhaite faire la sélection. Et voilà, désormais on a bien les 3 noms qui ont été intégrés. Donc je vais ressortir de la base de données. À noter, on aurait même pu créer un utilisateur. Si vous souhaitez créer un utilisateur, imaginons spécifiquement pour votre base de données, on va donc utiliser la commande create user. On va l'appeler donc Numelion localhost, donc pour en local. Je vais faire entrée. Ensuite, je vais lui donner les privilèges sur la base de données Numelion. Donc, et ensuite, on utilise la commande pour appliquer les privilèges. Donc voilà comment ajouter un utilisateur et lui donner par exemple des privilèges sur la base de données. Donc le serveur MySQL, il est prêt. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer le serveur web. Et pour ça, on va tout simplement le tester en utilisant des fichiers que j'ai déjà préparés. Donc on va aller dans le dossier qui contient les fichiers par défaut du serveur web. Donc ça se trouve dans var, www et html. Ici, je me trouve donc dans le dossier. On peut voir qu'on a un index.html. Si j'essaye d'ailleurs de me connecter, et bien normalement je vais pouvoir me connecter. Donc là je suis à distance en SSH sur mon serveur Windows et normalement mon serveur il est accessible et on peut voir qu'il fonctionne, le serveur web fonctionne. Je peux y accéder directement avec l'adresse IP comme c'est le cas ici, et index.html, et bien c'est la page que vous avez ici à l'écran. Donc maintenant je vais modifier cet élément, je vais modifier cette page pour que justement on puisse créer par exemple une page qui nous convienne davantage. Alors je vais passer en super utilisateur, comme ça va être plus rapide et plus simple. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà écraser la page index.html.
Et normalement, cette fois-ci, si je relance, eh bien, on va voir que la page, elle est vide, voilà, comme prévu, puisque je viens d'écraser la page. J'ai supprimé ce qu'il y avait dans notre page. On peut d'ailleurs vérifier en faisant cat index.html. On peut voir que c'est vide. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter des éléments dedans. Donc, on va indiquer, je vais utiliser le logiciel Nano et je vais indiquer ici ma première page. Hop, ça va être que du HTML. Je vais coller le code. Je vais ressortir et si j'actualise désormais ma page, normalement, voilà, j'ai bien le code que je viens d'ajouter au niveau du HTML. Donc ça fonctionne bien. On va rajouter un nouvel élément. On va l'appeler nano-verif.php. Pourquoi? Et bien tout simplement pour s'assurer que le PHP qu'on a installé, donc le module PHP, fonctionne bien également. Donc on va vérifier que ça fonctionne. Et pour ça, je vais juste utiliser un petit bout de code PHP qui est PHP info qui va nous ressortir les éléments de PHP. Donc ici je l'ai appelé verif.php. Je vais faire entrer et ça me ressort bien les éléments PHP. Donc PHP fonctionne, on peut voir tous les éléments qui sont paramétrés, enfin l'ensemble des paramètres de PHP sur notre serveur actuellement. Si on vérifie, j'ai bien créé verif.php, hein, c'est accessible ici. Il est bien dans mon dossier HTML. Et je vais rajouter un petit script PHP qui va être tout simplement test sql.php. Alors qu'est-ce que c'est comme script? C'est tout simplement un script qui va aller rechercher dans la table qu'on a créée précédemment les éléments qui sont justement dans la table direction et qui va nous ressortir les éléments sous la forme d'un tableau. Donc les points qui sont importants, c'est ici justement ce qu'on va utiliser, notamment l'utilisateur qui va être Numelion, et j'avais indiqué le mot de passe Numelion pour l'utilisateur qui va donc se connecter sur la base de données qui s'appelle Numelion. Donc ça, ce sont les éléments de connexion pour s'assurer que ça fonctionne bien. Donc ces éléments vont permettre la connexion à la base de données et ensuite le code PHP va tout simplement ressortir les résultats sous la forme d'un tableau. Vous retrouverez d'ailleurs le script directement dans l'article qui est lié à cette vidéo. Ça vous permettra, si vous souhaitez faire vos tests, eh bien vous pourrez également reprendre directement le code. Ça vous évitera de le créer vous-même. On va nettoyer et on a dit que c'était test SQL, on va vérifier ça tout de suite. On a dit test SQL.php et comme prévu, ça nous ressort bien sous la forme d'un tableau les trois utilisateurs, enfin les trois noms qu'on avait ajoutés dans la table direction. Donc notre serveur LAMP est en place, on a le serveur web qui fonctionne, on accède aux différentes ressources qu'on ajoute dans le dossier HTML, on a notre serveur MySQL qui fonctionne puisqu'on a créé une base de données, puis créé une table, on a même créé un utilisateur, et ensuite PHP ça fonctionne puisqu'on a pu créer un script pour vérifier que PHP fonctionne. Ensuite, on a créé un script qui permet de se connecter à SQL et on s'est connecté justement à SQL avec l'utilisateur qu'on avait créé précédemment, l'utilisateur Numelion. Donc voilà, notre serveur LAMP est en place et on peut donc commencer à l'utiliser. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets. À très vite pour une nouvelle vidéo.